Longtemps, la Chine s'est pliée à un rôle de sous-traitant en attirant les multinationales du monde entier. Aux États-Unis, en Europe, des entreprises ont licencié leurs salariés pour délocaliser leur production. Les ouvriers chinois bon marché leur ont permis d'engranger des profits colossaux. Au contact de ces multinationales, la Chine a beaucoup appris. Elle a surtout accumulé 2800 milliards d'euros de réserves de change. Aujourd'hui, la Chine est prête à se lancer à son tour à la conquête de l'Europe en se posant comme sauveur de la crise financière. De grands groupes chinois multiplient les rachats de sociétés agonisantes et s'offrent pour une somme dérisoire des technologies jusqu'alors inaccessibles. Ils remportent des marchés publics et provoquent l'inquiétude des travailleurs européens, désormais en contact avec ces nouveaux patrons. Après l'Afrique, l'Europe est-elle devenue le nouvel Eldorado de la Chine? Le pendulier de l'économie mondiale repart dans l'autre sens. Mais à quel prix? Et à quel coût social? Il est un pays en Europe, la Suède, où l'État-providence fait figure de modèle social. Cela n'a pas empêché Volvo, le fleuron industriel de la construction automobile, de se retrouver, il y a 2 ans, au bord de la faillite. Tout a commencé au printemps 2010. Ford, le propriétaire américain de Volvo, vend la marque scandinave au groupe chinois Geely pour 1,5 milliard d'euros. C'est la plus grosse acquisition d'une entreprise chinoise en Europe. La seule alternative pour sauver la marque. Geely est un constructeur automobile à la croissance fulgurante en Chine, mais qui n'a pas réussi à s'implanter dans le reste du monde, en raison d'une image désastreuse, notamment avec ce crash test de 2008. « 90% de chances que le chauffeur perde la vie. Les voitures Geely ont été recalées par les Américains et les Européens. Elles sont devenues la risée des professionnels de l'automobile. Avec la marque scandinave, Geely s'offre donc une nouvelle réputation. Ça, c'est unique. C'est l'une des plus grandes inventions de la construction automobile. La ceinture de sécurité 3 points. Cette invention, 50 ans plus tard, vous l'avez dans toutes les voitures, dans tous les camions dans le monde. 52 ans plus tard. Au contraire de Geely, les Suédois mettent en avant leur crash test, la sécurité et leur image de marque. Geely ne va rien changer à votre image de marque? Non, c'est une Volvo. C'est une Volvo. Ça restera la même chose. La même chose. Sécurité, qualité et respect de l'environnement. Toujours la même chose. Ça a toujours été comme ça depuis nos débuts en 1927. Et c'est comme ça qu'on travaillera dans le futur. Notre grande peur quand nous avons appris que Geely nous rachetait, c'était qu'il ferme l'usine et qu'il délocalise la production en Chine. Mais on croise les doigts, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de collègues chinois? Non, pas sur les lignes d'assemblage. Parfois, on voit passer les chefs qui visitent l'usine. Ils font juste un tour et puis c'est tout. Mais il n'y a pas de travailleurs chinois sur les chaînes de montage. Vous avez déjà vu des voitures Geely?
Je pense que Volvo, c'est plus haut de gamme. C'est peut-être de moins bonne qualité. Je ne sais pas en fait. La promesse des Chinois de produire en Suède a été tenue. Les ventes de voitures ont atteint un niveau record en 2011. Reste une inquiétude. La technologie de Volvo, si précieuse, ne va-t-elle pas se retrouver sur des voitures Geely ? À 2 heures de route de Shanghai, dans une nouvelle zone économique où les usines se succèdent sur des kilomètres, se trouve la vitrine du groupe Geely. Le constructeur automobile a 20 ans. Dans son showroom, la marque présente 6 modèles de voitures. C'est la première fois que Geely accepte d'ouvrir les portes de l'une de ses usines. Nous sommes fiers de vous annoncer que vous êtes dans l'usine Geely la plus moderne de Chine. Là, vous pouvez voir une ligne totalement automatisée. Elle va d'ici jusqu'à là-bas. Apparemment, cet atelier n'a rien à envier à ceux d'Europe. L'usine est bien équipée, on y retrouve les mêmes règles de sécurité qu'en Suède. Mais certaines tâches font encore appel à une main-d'œuvre abondante. Est-ce que vous utilisez la technologie de Volvo ici? Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Car il y a des règles de prise de parole ici. On n'a pas le droit de parler de la société Volvo. Mais je veux dire, est-ce que les techniciens de Volvo vous aident ici? Peut-être, mais je ne peux pas répondre. Peut-être. Peut-être. Geely et Volvo restent officiellement 2 entités différentes. Le groupe chinois ne peut pas utiliser les brevets de Volvo, c'est dans son contrat. Quel est le montant des salaires ici? Attendez. Chef, est-ce qu'on peut leur donner le salaire des ouvriers? Désolé, je ne peux pas donner le salaire. En fait, ces ouvriers sont payés autour de 400 € par mois, 8 fois moins qu'en Suède. C'est l'heure de la pause déjeuner. Le slogan affiché au réfectoire résume cette organisation du travail à la chinoise. Les ouvriers sont logés dans des dortoirs construits autour des ateliers et des appartements sont réservés aux familles avec enfants. Shen Freeman est l'un des hommes de Geely qui a participé aux négociations du rachat de Volvo. Sachez bien que les salaires ne représentent que 10 à 11% du coût total d'une voiture.
Par rapport à l'Europe, cela ne fait pas une grosse différence pour nous. Je crois que la raison majeure pour laquelle on va localiser la production en Chine, c'est que l'on sera plus près de notre marché. On sera plus proche de nos clients. Le coût du travail n'est plus un facteur déterminant. Pour l'instant, c'est plus rentable d'importer les voitures en Chine, car l'Europe a une image haut de gamme. Les consommateurs admirent les produits venant d'Europe. Donc notre stratégie est claire. Nous allons continuer longtemps à importer des voitures d'Europe vers la Chine. L'immense marché chinois s'ouvre désormais aux Suédois. Volvo vient de lancer 3 chantiers de nouvelles usines en Chine. Cette implantation rapide aurait été impossible sans la puissance financière et les appuis politiques de Geely. Car les groupes étrangers sont habituellement soumis à de longues et complexes procédures administratives. À Göteborg, syndicats, salariés et cadres, tous croient en ces nouvelles perspectives commerciales. C'est un grand tournant, c'est un grand changement culturel. Et vous serez surpris, pas seulement à cause du nouveau propriétaire, mais parce que maintenant nous ne sommes plus intégrés dans un groupe industriel. Nous avons été pendant 10 ans intégrés à Ford. Nous étions plus ou moins une entité de Ford. Maintenant, on est indépendant. On progresse rapidement en respectant nos produits et bien sûr en nous implantant en Chine. C'est un grand changement culturel pour notre société. Avec l'aval de notre propriétaire, bien sûr, on devient indépendant, un vrai acteur mondial. C'est parce que les Chinois ont plus à apprendre que les Américains? C'est une question intéressante. Peut-être. Mais peut-être qu'aussi ils sont plus intelligents et qu'ils comprennent qu'en laissant Volvo progresser en toute indépendance, ils peuvent explorer tout le potentiel de Volvo sur le marché. Bien mieux que s'ils nous avaient absorbés dans un grand groupe. Les Suédois n'ont pas eu le choix. C'était accepter la Chine ou voir leur secteur automobile disparaître. En Suède, un autre constructeur, Saab, a refusé d'être racheté par les Chinois. Bonjour. Ce matin, à 9h moins le quart, j'ai déclaré la faillite de Saab Automobile et de ses 2 filiales. Il n'y a aucun doute que c'est le jour le plus noir de ma carrière et le jour le plus noir dans l'histoire de Saab. Ce que tout le monde retiendra, c'est que nous avons échoué, et nous avons échoué. Rare autocritique de la part d'un grand patron. C'est la fin d'une petite marque luxueuse qui s'était imposée grâce à son style original. Des lignes rondes, une touche très scandinave. Les voitures Saab n'étaient pas comme les autres. Elles avaient séduit un public de passionnés. Le PDG de Saab croyait encore sauver la marque lorsqu'il faisait visiter l'usine à ses industriels. Mais General Motors, le propriétaire de Saab, a mis son veto à toutes leurs offres. L'Américain n'a pas voulu céder les brevets aux Chinois. Conséquence, 3400 emplois sacrifiés. Le parking est plein normalement? Habituellement, oui, le parking est plein. C'est anormalement calme. Il n'y a plus de voitures et on se sent un peu comme dans un cimetière. Saab a fermé ses portes sans un bruit, laissant les syndicats sidérés et impuissants face à la décision de leur propriétaire américain.
Si vous voulez produire une Saab, vous devez utiliser de la technologie de Saab et de la technologie de General Motors. Quand Victor Muller a tenté de vendre Saab aux Chinois, ils ont dit qu'ils voulaient acheter l'ensemble de Saab et être les seuls propriétaires. General Motors n'a pas accepté. Ils ne voulaient pas que les Chinois soient propriétaires de toute la marque. Ils ont dit « D'accord, vous achetez Saab, mais vous ne pourrez pas utiliser notre technologie et donc vous ne pourrez pas construire de voitures. » C'est comme cela que les choses se sont passées. Vous comprenez le point de vue de General Motors? Oui et non, je dirais. Je comprends, car ils sont propriétaires de la technologie. Et ils ont peur de la laisser partir chez d'autres. Mais Saab est un petit producteur de voitures qui ne sort qu'1 million de véhicules par an, alors que General Motors en produit des millions. Nous sommes très petits par rapport à eux. Et de ce point de vue-là, je ne comprends pas. Quelques mois plus tard, 200 emplois seront tout de même sauvés par un groupe chinois et un fonds d'investissement japonais. La marque Saab est morte, mais les murs de l'usine, les salariés et leur savoir-faire ont été récupérés pour développer une voiture électrique. En France, la Chine ne représente que 4% des investissements étrangers. À Saint-Dizier, le groupe Ito est désormais propriétaire de l'immense usine de tracteurs McCormick en faillite depuis des années. Symbole de la désindustrialisation en Europe. Les ouvriers croisent désormais dans l'atelier Yao Liu, le nouveau directeur qui ne se sépare jamais de son traducteur. La façon de travailler des Chinois et les techniques sont les mêmes qu'ici. En revanche, au niveau du rythme, des cadences, en Chine, on est plus rapide. Dans notre entreprise, Ito, en Chine, le volume de production est beaucoup plus important. On est obligé de travailler plus vite. Ito est le numéro 1 de la machine agricole en Chine. Son clip de propagande vante les lignes d'assemblage qui produisent des dizaines de milliers d'engins. Cette entreprise d'État a mis au point son premier tracteur dans les années 50, au moment où la mécanisation de l'agriculture était alors un enjeu national pour nourrir une population toujours plus nombreuse. Le groupe est un géant en Chine et désormais il veut conquérir le marché européen dont l'usine de Saint-Dizier serait la première étape. On s'harmonise pour... Ce jour-là, le directeur rapporte une bonne nouvelle du siège de l'entreprise. Jusqu'à maintenant, on arrive à joindre les deux bouts. Avant que je parte, Yvan m'avait demandé d'accomplir une mission. Il m'a dit, voilà, quand tu reviens, tu ramènes de l'argent. Et il revient, il dit, mission accomplie. Ouais, bravo. Gongsi, gongsi. 15 millions d'euros d'investissement pour relancer l'usine. Voilà l'engagement concret des Chinois. Les Français attendaient cela depuis 1 an. Je pense que les Français ne connaissent pas assez bien mon pays. Ils ne font pas la différence entre la Chine d'hier et la Chine d'aujourd'hui. C'est pour cela que les Français peuvent avoir parfois des inquiétudes. Mais je pense que notre façon de travailler, notre comportement pourra changer les choses. Je constate que depuis qu'on est arrivé, nos employés commencent à nous connaître et sont moins inquiets. Les salariés commencent à y croire, d'autant que Ito leur ouvre les portes du vaste marché chinois.
Ok, voilà, donc des tracteurs qui vont de 30 chevaux à 70 chevaux. L'entreprise en a produit 34 880. Et donc il est numéro 1 sur le marché chinois. En tout, ça fait 40, 80, 180, 100, 110, 120, 120 000 tracteurs, ça fait. Sur l'année. Sur l'année. En Chine. En Chine. Ça vous fait rêver? Oui, bien sûr. Et c'est ça, 7 millions. Ça fait rêver, on va dire, toute la société. Maintenant, il faut avoir du monde pour les fabriquer. Les tracteurs McCormick étaient la fierté de la région. Sur ce site, ils furent jusqu'à 3000 ouvriers à fabriquer les fameux tracteurs rouges. Au fil des ans, les effectifs ont fondu, le matériel a vieilli, transformant le lieu en friche industrielle. C'est l'usine dans son ensemble. Parce que, vous voyez ici la partie là, par exemple, c'était notre fonderie qui a été cédée en 95. Donc ça a démarré de là. Là, ici, c'est toute la partie où on faisait le tracteur avant, avec les lignes d'assemblage. Là, il y avait toute la partie usinage, et là, toute la partie administrative. Voilà. On utilise cette surface-là, où il y avait 3800 salariés, et on n'est plus que 190, pour la même surface. Vous comprenez bien que, hein, des fois, on cherche le personnel. Cette lente agonie a marqué la ville de Saint-Dizier. Manifestations et piquets de grève ont succédé aux vagues de licenciements, jusqu'à la liquidation judiciaire de McCormick, la veille de Noël 2010. Les salariés, comme les élus locaux, ont alors peu d'espoir qu'un repreneur sérieux se manifeste. Alors, on avait fait le tour un peu des possibilités en Europe. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu quelques contacts russes, mais qui n'étaient pas vraiment enthousiasmants, ni pour nous, ni pour les syndicats. Des contacts avec les Indiens qui auraient peut-être pu être intéressants, mais le temps de réaction en Inde était très très lent, apparemment. Et en revanche, en Chine, on a eu très rapidement 2 contacts intéressants. Et des contacts qui n'ont pas paru, effectivement, c'est peut-être pas ce que spontanément on aurait été chercher, mais très vite, on a vu qu'il y avait un vrai intérêt, et très vite, on a vu qu'il y avait des projets industriels qui méritaient d'être suivis. 2 groupes chinois spécialisés dans les machines agricoles étaient en compétition pour acheter McCormick. Si Ito l'a emporté, c'est grâce à la promesse de maintenir la production à Saint-Dizier. Pourquoi cet intérêt des Chinois pour une usine française en faillite? Dans cet atelier, ces hommes fabriquent un produit très haut de gamme. Une boîte de vitesse dont voici l'une des pièces maîtresses. Avec elle, les Chinois se sont offerts un bond technologique. Quand on regarde ce qu'ils font chez eux, on est dans les années 50-60. En rachetant Saint-Dizier, ils gagnent 50 ans. 50 ans? Oui. Et ils le reconnaissent? Ils le reconnaissent. Aujourd'hui, si on peut faire la comparaison avec une voiture, on est encore avec une voiture à 3 vitesses et on doit faire le double débrayage. Ça, c'est ce qu'ils ont en Chine. Là, on leur propose une boîte automatique avec un joystick pour faire passer les vitesses. Cette technologie appartient désormais aux constructeurs chinois. Alors, pourquoi maintenir la production en France? Ils n'ont pas la technologie pour le faire, ni le savoir-faire. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin de former leur personnel, d'avoir les machines-outils qui correspondent, parce qu'ils n'ont pas le même type de machines-outils en Europe qu'en Chine. Et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, ils nous disent on fait la transmission à Saint-Dizier, on l'exporte en Chine. Dans 10 ans, peut-être, ils seront capables de le faire chez eux.
mais les coûts énergétiques, les coûts de transport seront tels qu'il ne sera plus intéressant de faire des transmissions en Chine pour les ramener en Europe et faire des tracteurs. Si nous étions venus ici uniquement pour racheter une technologie et repartir, nous n'aurions pas payé aussi cher. Nous ne sommes pas venus seulement pour le produit de transmission de Saint-Dizier. Nous sommes déjà capables de maîtriser cette technologie. Nous voulons élargir notre gamme en intégrant des constructeurs de petits modèles de tracteurs. L'entreprise de Saint-Dizier a des tracteurs de ce type. Depuis cette usine, nous voulons également conquérir le marché européen des petits tracteurs sur lesquels nous sommes leaders en Chine. Les ouvriers qui ont connu tant de déconvenues avec les anciens propriétaires de l'usine ne sont pas tous aussi enthousiastes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? S'insérer dans le marché européen. Comment ils vont pouvoir se faire une place, alors que leur principal avantage concurrentiel, c'était le bas coût de la main-d'œuvre en Chine. Là, ils viennent faire construire là, alors qu'ils n'ont pas la technologie, alors qu'ils n'ont pas les réseaux commerciaux, etc. On se pose des questions pour l'avenir, à long terme, quand même. Je ne sais pas si c'est la barrière de la langue ou le fait qu'on ait autant de différences culturelles qui fait que des fois, on se dit qu'ils nous racontent que des salades. Pour une phrase, des fois, on passe une demi-heure pour se comprendre. J'expliquais à Angelo la dernière fois, le mot concessionnaire, importateur, on a mis une demi-heure pour essayer de se comprendre. Une demi-heure dans un comité d'entreprise, c'est fatigant, aussi bien pour eux que pour nous. On nous a tellement promis de choses qu'aujourd'hui, physiquement, à part travailler, il n'y a rien de nouveau. Et pourtant, les Chinois ont bien sauvé les 190 emplois de l'usine voués à la fermeture. Faire des permanences pour les gens qui ont des problèmes, c'est ce qui est intéressant. Pour l'instant, à Saint-Dizier, ils ne sont que 4, dont cet ingénieur à la tête d'un futur bureau d'études qui attend patiemment ses collègues. Pour moi, le plus difficile, c'est de communiquer avec mes collègues français. Je ne sais pas parler français. Et en plus, eux, ils ne parlent pas très bien anglais. C'est donc très difficile de communiquer entre nous. Raymond Roussineau porte encore les couleurs de McCormick, plus pour longtemps. Peu à peu, il intègre la stratégie du groupe chinois. Alors là, c'est l'ancien atelier. Voilà. Ces tracteurs viennent tout juste d'arriver. Il faut savoir que ceux-là, ils ont été conçus, fabriqués 100% en Chine. Donc nous, c'est mettre nos transmissions et adapter une cabine tracteur sur des tracteurs Ito. C'est possible ça? Oui, avec des ingénieurs, on fait tout ce qu'on veut. C'est vrai que quand on a vu ça, en Europe, on ne vend pas un tracteur avec des soudures comme ça. On ne vend pas. Celle-là encore, elle va à peu près, celle-là. Mais celle-là, c'est même pas la peine, ça. Ça, quand on ment, j'aurais peur que ça casse. Donc, quand on voit un peu. Par contre, voilà. Ah. Mais sinon, on n'est pas trop mal dedans. On n'est pas trop mal. Aujourd'hui, c'est avant de dire qu'ils sont là pour nous prendre notre produit, notre technologie, c'est de dire on les remercie de nous avoir repris, sinon on était sur le carreau, surtout à nos âges, c'est pas facile de retrouver du travail. Et puis surtout, c'est avoir cette fierté de revoir le tracteur à Saint-Dizier. Mais vous allez faire du Made in China? Non, à la sauce européenne. Non, on va l'améliorer. La bataille du syndicaliste, c'était de sauver les emplois de Saint-Dizier. Un patron chinois ou un autre, peu importe. En Europe, ces entreprises chinoises sont soutenues massivement par l'État chinois avec des moyens financiers inhabituels.
c'est une concurrence déloyale pour les firmes européennes. Un banal chantier d'autoroute a ainsi provoqué une levée de boucliers des géants européens du bâtiment. Ces images d'ouvriers chinois construisant un tronçon autoroutier de 50 km ont fait le tour des télévisions européennes. Ce chantier est un marché public, financé par des fonds structurels européens, et pour la première fois en Europe, c'est une entreprise chinoise, la Covec, qui l'a remporté. Nous avons décidé de coopérer avec les Chinois de la Covec en raison des prix qu'ils pratiquent. C'est le prix le plus bas et les Chinois seront capables de réaliser ce contrat en temps et en heure. La Covec est une filiale de la China Railways, une grande entreprise d'État en Chine qui mène de nombreux projets dans le monde, notamment en Afrique. Les firmes européennes du BTP estiment que les Chinois n'auraient pas dû remporter le marché de l'autoroute polonaise. C'est une entreprise étatique qui bénéficie d'un support dont aucune entreprise européenne bénéficie. En plus, ils offrent un prix qui est incontestablement anormalement bas. Parce qu'imaginez-vous, ils ont offert des prix, ils ont obtenu le contrat pour ça à des prix qui étaient moins que 30% du budget estimé par le maître d'ouvrage. Et ils étaient aussi 30% moins chers que le prochain européen. Et avec ça, il est clair, ce n'est pas possible avec du respect du droit européen. C'est une question de principe. L'Europe veut que ses entreprises puissent accéder au marché du monde entier. En échange, sur son territoire, elle applique les règles du libéralisme. Le problème, c'est qu'en Chine, c'est complètement différent. Les entreprises étrangères n'ont aucune chance de remporter un marché public. En Chine, on peut tout acheter, des voitures, des engins de construction. Mais en matière de BTP, on est face à un marché totalement fermé. Les Chinois sont les bienvenus en Europe, mais nous voulons aussi être les bienvenus en Chine. Nous voulons une réciprocité. La Covec n'a pas été une si bonne affaire. 2 ans après le début des travaux, plus aucun ouvrier chinois en vue. L'entreprise a jeté l'éponge, elle perdait trop d'argent. Elle a quitté la Pologne sans finir le chantier, sans payer sa trentaine de sous-traitants. Une perte de 150 millions d'euros pour l'État polonais. Connaissant bien le secteur, pour un tel chantier, il aurait fallu que les Chinois fassent venir au moins 3000 ouvriers sur le terrain. Il aurait aussi fallu qu'ils apportent de Chine tout l'équipement, qu'ils construisent de quoi loger les ouvriers. Pour pouvoir livrer ce chantier à temps, ils devaient surmonter toutes ces contraintes. Je me suis très vite aperçu qu'ils ont commencé à bricoler des solutions pour trouver les matières premières dont ils avaient besoin et pour trouver des moyens de transport. Ils avaient finalement très peu d'ouvriers, seulement 200 ou 300, ce qui correspondait à 1/10 des besoins du chantier. Le chantier a été réattribué à des sociétés européennes avec pour mot d'ordre de ne plus parler des Chinois. Les Polonais espéraient que l'État chinois aiderait la Covec à finir le chantier. Entreprise d'État ou pas, officiellement la Chine n'est pas intervenue et le directeur de l'entreprise a été limogé, coupable d'avoir nui à l'image de son pays. En Chine, nous avons un proverbe. Il y a un bon et un mauvais côté à chaque chose. La Covec est un échec, mais nous pouvons apprendre de cet échec. Cet échec ne nous arrêtera pas.
Cet échec est principalement dû à un manque de connaissances et d'expérience des règles locales, de la situation locale. Je pense qu'à l'époque, quand la COVEC a accepté le contrat, elle ne connaissait pas vraiment les standards européens. Et c'est sur ce point que nous avons appris, que nous avons gagné en expérience. De nouvelles entreprises chinoises viennent tous les mois pour prospecter dans le pays. La Chine a de grands projets en Pologne et ne s'en cache pas. La Chine a identifié que beaucoup des pays d'Europe de l'Est, dont la Pologne, avaient un déficit en infrastructures et avaient également un déficit de financement pour ces infrastructures. Et la Chine s'avance vers ces pays-là en leur proposant, nous avons un savoir-faire en matière d'infrastructure qui est très réel, et nous avons le financement. Et donc, en proposant des infrastructures crédit en main, évidemment, elle tente les pays d'Europe de l'Est de recourir aux entreprises chinoises pour financer et construire ces infrastructures. La Pologne a-t-elle tout à gagner d'une alliance avec la Chine qui s'efforce aujourd'hui de séduire l'ensemble des Européens? Parfois, derrière les paroles officielles, une autre réalité transparaît. Les troubles qui se sont produits dans les pays européens résultent uniquement de problèmes accumulés par une société en fin de course, qui vit sur les acquis sociaux. Je pense que les lois sociales sont dépassées. Les lois sociales encouragent la paresse, l'indolence, plutôt que l'effort. Le système d'incitation est totalement détraqué. Vous parlez du système social ? Bien sûr. Pourquoi les salariés de certains pays membres de la zone euro doivent travailler jusqu'à 65 ans et même plus, alors que dans d'autres pays, ils sont à la retraite à 55 ans. Ils se prélassent sur la plage. Ce n'est pas juste. Quelles sont les intentions réelles de la Chine? Où et comment investit-elle ses 2800 milliards d'euros de réserves de change? Que va-t-elle garder du modèle social européen? Pour ceux qui veulent en profiter, le message est clair. Que deviennent alors les promesses d'énormes investissements de la Chine dans un pays aux caisses vides? Le président chinois est venu à Athènes avec une importante délégation de chefs d'entreprise. Une visite de l'Acropole et Hu Jintao rencontre le Premier ministre grec. En une signature, la Chine acquiert pour 500 millions d'euros la concession du port container du Pirée pour une durée de 35 ans. C'est ainsi que le port s'est réveillé un jour, sous pavillon chinois, occupé désormais aux 2/3 par COSCO, une entreprise d'État, un géant de la manutention portuaire implanté aux 4 coins de la planète. C'est ce que vous avez acheté? Voilà, c'est le site. C'est le terminal container. Et cette partie, c'est le terminal 1 qui appartient aux autorités. C'est la partie grecque. Oui, ce terminal appartient encore au gouvernement. Là, c'est le terminal 2, celui de COSCO. Et là, il faut vraiment que vous regardiez. Voilà le terminal 3, celui que nous avons commencé à construire seulement l'année dernière. On a de la chance. Le peuple grec travaille très vite. La qualité de la construction est très bonne. Je pense que nous aurons fini avant la fin de l'année.
Une petite partie du port appartient encore aux Grecs qui gèrent un terminal sur les 3. Peut-être plus pour longtemps. Vous souhaitez acheter la partie de l'État grec un jour? Nous ne voulons pas forcément acheter. Mais la situation, d'après le gouvernement, est à la privatisation. Nous devrions donc mutualiser les moyens. Ça ne dépend pas de Costco, ça dépend du marché. Ça dépend de l'économie. Ça dépend des bons services que nous pouvons offrir à nos clients à un prix compétitif. Costco est arrivé avec de grands projets. Moderniser le port, le transformer en la Rotterdam du Sud. Une provocation pour les dockers du Pirée. Durant des mois, ils ont manifesté contre l'entreprise chinoise. Ils craignaient pour leurs conditions de travail. Puis la crise de la dette a éclaté, discréditant la classe politique grecque et mettant le système social en faillite. Dans ce pays au bord du chaos, les revendications des dockers sont devenues secondaires. Aujourd'hui, plus aucun d'entre eux ne travaille sur ces quais. L'entreprise chinoise les a remplacés par des ouvriers intérimaires, non qualifiés, et donc moins chers. Voilà l'histoire. Quand Costco a récupéré le terminal, tout le monde disait « Costco, rentre chez toi ». C'est ce que disaient les gens qui travaillaient ici. Personne ne voulait travailler avec nous. Donc nous, on a embauché de nouveaux ouvriers. Et là, ils ont dit que nos ouvriers n'avaient pas les qualifications requises et que ça ne marcherait pas. La preuve que tout cela c'est n'importe quoi, c'est qu'on a réussi. En moins de 2 ans, on a doublé la capacité du port. Et comment on a fait ça? Par magie? Non. Avec les gens d'ici, ceux qui veulent travailler et produire. Ici, c'est la frontière naturelle. Ce canal divise le port du Pirée entre l'autorité portuaire et la partie de Costco. Ça sépare la Grèce de la Chine. Et les conditions de travail sont les mêmes des deux côtés? Malheureusement, pour les employés de Costco, non. Ici, nous avons des conditions héritées de l'ancien système. On a des lois, des conventions collectives, un respect des normes de sécurité. De l'autre côté, malheureusement, pour les conditions de travail, c'est un système à la chinoise. On a tous cédé à Costco. On leur a donné l'espace, on leur a donné la zone portuaire afin qu'ils construisent leurs propres terminaux. On leur a aussi cédé le matériel avec les pièces de rechange. On leur a donné le système électronique qui contrôle l'acheminement des containers dans le terminal. On leur a tout donné, et le plus important, on leur a donné nos clients. Dans les locaux du principal syndicat de dockers, 2 ouvriers de Costco se présentent pour parler de leurs conditions de travail. Pour ces hommes, c'est la fin de l'omerta. Ils viennent juste d'être licenciés et n'ont donc plus rien à perdre. On a voulu créer une délégation syndicale. On était 5 à vouloir améliorer les conditions de travail sur les machines. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. Ils ont appris qu'on préparait cette délégation et ils nous ont renvoyés sans aucune raison valable, du jour au lendemain. Alors que j'allais reprendre le boulot sur le chantier, le patron m'a dit de passer au service de comptabilité. C'est le comptable qui nous a expliqué pourquoi on était virés.
Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit qu'on était renvoyés parce qu'on voulait faire du syndicalisme, qu'on était des syndicalistes politisés. Afin de dénoncer leurs conditions de travail, les deux grutiers ont pris des photos des engins de levage. Les sièges sont défoncés, les postes de pilotage réparés au scotch, bricolés. L'hiver, certains ouvriers ont relié un conduit au moteur pour apporter de l'air chaud dans la cabine. On n'avait pas de bons freins. Pour des machines de 60 tonnes, il faut des freins en bon état. 60 tonnes plus 30 tonnes de containers, ça fait près de 100 tonnes. C'est grave. À chaque instant, vous risquez votre vie. Vous avez des syndicats ici? Quel syndicat? Il n'y a pas de syndicat? On n'a pas besoin de syndicat. Nous avons notre propre management et il prend soin de nous. On n'a besoin de personne d'autre. Vous voulez dire que les gens ne veulent pas de syndicats? C'est pas qu'ils n'en veulent pas, mais qu'est-ce que les syndicats pourraient faire pour nous? Les syndicats ont détruit l'autre terminal, dans leur propre intérêt, ou je ne sais pas. Donc vous ne voulez pas d'eux ici? De qui? Vous ne voulez pas de syndicats ici ou c'est parce que les salariés n'en veulent pas? Je ne sais pas, personne ne parle de ces choses-là. Les gens travaillent ici. Ils sont très satisfaits de ce qu'on leur offre. On a des repas gratuits pour les ouvriers. On a notre propre système de santé. Ils sont très heureux. Ils reçoivent leur argent en temps et en heure. Ils sont bien payés. Et c'est tout. Depuis que les Chinois ont obtenu la concession du port, les syndicats ont disparu. Accepteriez-vous qu'un syndicat soit créé ici à Cosco? S'il vous plaît, ne parlons pas de cela. Vous abordez une question politique. N'en parlons pas. Je n'aborderai pas le sujet des syndicats, vous comprenez? Il vaut mieux ne pas aller trop loin dans ce domaine. Je vous l'ai déjà dit, nos employés sont heureux. Je suis heureux. C'est un problème de parler des conditions de travail? Mais non. La question sur les syndicats n'était pas au programme de l'interview. Ce cadre chinois ne fait que son travail, faire tourner le port-container à sa façon. À l'usine de tracteurs de Saint-Dizier, le temps a passé. Les Chinois ne font plus rêver. Donc ça, c'est les stigmates du 8 mars 2012. C'est nos 1 an d'entreprise. En fait, on a fait grève. On a fait grève. C'était à notre manière à nous de fêter nos 1 an avec Ito. Vous avez brûlé des pneus. En fait, on était en pleine négociation salariale. La première, d'ailleurs, négociation salariale avec les Chinois. Et ça s'est très mal passé. D'ailleurs, avec des propos et des mots assez durs. Et donc, nous, on avait déposé un préavis de grève pour qu'ils comprennent, en France, ça ne fonctionne pas comme ça. On leur a demandé une réelle négociation salariale. Comme réponse, en fin d'année, ils nous proposent, en prime de performance, parce que chez eux, il y a un petit salaire fixe et un gros salaire en performance, en Europe, donc, en euros, ça nous faisait 5 €. Peut-être que ce sont aussi les Français qui ne font plus rêver les Chinois du groupe Ito. Dans les couloirs du site, on attend toujours l'arrivée de leur équipe d'ingénieurs. Ils commencent à prendre de la poussière. Hein. Ouais, c'est là qu'ils doivent être. Ici. Là. Ils devaient arriver avant, non? Ouais, mais il y a des problèmes de visa.
Problème de visa, normalement, ils devraient pas tarder. Parce que ça fait 3 mois, quoi. Voilà. Ça avance pas assez vite pour vous, hein, pour l'instant. On n'est pas habitué à ça, à cette lenteur administrative. On n'a jamais été... Nous, on aime bien, quand on pose une question, on aime bien avoir la réponse. Et là, on tourne en rond. Donc les bureaux sont là. Hein, on fait youhou à l'autre là-bas. Mais il n'y a rien, quoi. Il y a de la poussière. Hein? Je vais lui dire bonjour. Et il regarde pas. Le groupe Ito veut conquérir l'Europe, mais ses tracteurs n'ont pas encore quitté le hangar de Saint-Dizier. Aujourd'hui, la Chine représente 2% des investissements étrangers en Europe, 10 fois moins que les États-Unis. En période de crise, de nombreux Européens fantasment sur le péril jaune. Pourtant, le géant chinois arrive à tout petits pas. La Chine s'est éveillée. Mais l'Europe déclinante est-elle si facile à conquérir ?